Grace Salamaga González, qui est en troisième année de thèse à l'université Jean Moulin à Lyon 3, donc ici. Elle travaille sur l'éthique du care médical et environnemental à partir de l'exemple de la médecine florale. Elle a intitulé sa présentation « Le terrain comme scène existentielle, un regard porté sur les recherches transdisciplinaires d'Amérique du Sud ». Du coup, c'est à toi. Ça devrait se mettre en route très rapidement, j'espère. Oui, j'espère que ça commence rapidement, mais tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices et je veux lire un peu trop parce que je veux qu'on n'ait pas dépassé le temps, mais aussi parce que je veux parler votre langue. Donc, c'est toujours plus difficile. Depuis que j'ai reçu l'invitation des organisatrices, je pensais à ce que j'allais dire. Et après, je suis venue à la séance de janvier et j'étais contente parce que mes idées étaient déjà partagées par les personnes qui avaient présenté. Et donc, je voudrais commencer par ces dialogues-là que je pense que c'est important. Je partage les critiques des épistémologies dominantes et ce qui ont fait les penseurs féministes et qui a été présenté par Anaïs dans la session de janvier. Donc je ne veux pas, comme aujourd'hui, élaborer sur l'épistémologie du Sud qui est vraiment près des épistémologies féministes, mais je voudrais vous donner comme des références et pour ça, j'espère que ça marche parce que je vais parler en espagnol et je ne suis pas sûre si ça va être clair, mais oui, ça marche. Et sur l'épistémologie décoloniale, l'épistémologie du Sud, et je pense que c'est une critique particulière que vous allez noter parce que je vais dire après, mais si vous voulez quelques références, on peut penser à Boaventura de Sousa Santos qui a quelques articles publiés en français. Je ne suis pas sûre si c'est le livre que je suis en train de citer, Une épistémologie del Sur, c'est en français, mais en anglais je suis sûre. Et aussi l'inflexion décoloniale d'Eduardo Restrepo et Axel Rojas. Je sais que ce livre n'est pas en français, mais là, il développe la différence entre les études postcoloniales, donc c'est surtout la critique faite depuis Afrique et Inde, et la critique décoloniale, parce qu'on pense que les processus de colonialisme avaient été vraiment différents en Amérique que dans les autres parts, surtout par les génocides. Donc, c'est un peu différent, et c'est pour ça qu'on appelle décolonial et pas postcolonial. Donc, si vous voulez lire sur ça, c'est là. Mais aussi, je partage les questions des méthodologiques, des éthiques de la recherche qui ont été posées dans la session de janvier, et aussi aujourd'hui, et je pense qu'il y a dans la pensée critique de l'Amérique latine et un courant de pensée que c'est vraiment intéressant à cet égard. Et je vais parler aujourd'hui un peu, mais si vous lisez en espagnol, on peut voir las metodologías horizontales de Sarah Corona-Berkin et Olaf Kalmel. Ça se fait par un laboratoire de recherche international qui a des chercheurs de l'Allemagne, des États-Unis et de toute l'Amérique du Sud. Et c'est vraiment intéressant. Je vais parler un peu après sur ça. Et je partage avec Brenda le fait qu'il faut dire, et je pense que je l'ai questionné aujourd'hui, et pour qui est-ce qu'on fait la recherche et on fait quoi comme terrain exactement, et parce que ça va cacher quelque chose. Et donc je partage le fait qu'il faut le dire. Et je sais qu'il n'y a pas une recherche neutrale, mais donc il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on fait et pour qui et avec quels outils. Et je pense, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi la voie existentielle, je pense que c'est important pour moi l'approche du théâtre. Donc si vous voulez voir un peu sur les outils de théâtre pour faire la recherche, exactement sur ça, c'est Augusto Boal. Et ça c'est en français, et donc c'est là quelques références, et donc je vais commencer. Ce que j'avais pensé. Et j'avais vu à Jiddu Krishnamurti une fois présenté, et il disait qu'il y avait comme deux façons de parler du monde. Du monde comme on peut le penser, donc faire la philosophie et les théories, ou parler du monde comme on peut effectivement le vivre. Donc, je peux parler de ce que je peux faire comme une philosophie de terrain
si vous me rencontrez dehors de l'université. Et pour faire ça, j'ai besoin, parce que je suis à l'université, de vous justifier mes choix dans quelle philosophie ou pourquoi est-ce qu'on peut nommer ça comme une philosophie. Donc je pars d'une philosophie vitaliste. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je commence par la critique de Nietzsche et à la raison. Et je partage avec lui sa décision de miser sur l'esthétique, que je prends ici dans le sens de la perception sensible et subjective. Et je soutiendrai par ailleurs la définition de vie et de philosophie de José Ortega y Gasset, qu'il a écrit dans un livre qui s'appelle El hombre y la gente. Donc il dit que la philosophie est à la fin et un ajuste de cuentas con uno mismo. Ça peut se traduire comme que la philosophie est au fond un réglage d'affaires avec soi-même. Donc c'est tout d'abord une tâche existentielle. Et donc, qu'est-ce que la vie? C'est un réglage sur quoi? Et sur un jeu qui est toujours dans des circonstances, mais des circonstances qui ne sont pas aléatoires, mais qui vont les constituer radicalement et existentiellement, et qui ne sont pas fortuites. Donc, pour lui, la vie est une constante dynamique entre un jeu et ses circonstances. Et je ferai écho à l'épistémologie de Nassim Taleb. Et c'est un philosophe du Liban, mais qui habite aux États-Unis. Et il dit qu'il faut considérer la valeur de l'aléatoire et de l'incertain dans notre vie. Donc l'important, c'est ce que nous ne connaissons pas et l'impossibilité de tout connaître même. Donc il faut considérer que notre vie va être faite dans des conditions d'information incomplètes et que toujours on va prendre des décisions et on ne peut pas imaginer toutes les conséquences, non chercher des décisions. Et il dit aussi qu'il faut considérer que la seule validation épistémologique valide, c'est la réalité. Et donc, c'est qu'il faut y aller. Et il faut voir si notre concept, ce sont des vraies sagesses ou pas. Et ce qui veut dire pour moi que la philosophie s'est faite sur le terrain, car la personne qui la pratique est ancrée en lui. Et donc, il faut y aller pour voir si nos représentations du monde sont possibles d'être vécues par quelqu'un, nous-mêmes peut-être. Et pour moi, il est impossible de séparer la philosophie du terrain parce que je suis formée en philosophie indissociable de la pratique humaine. J'ai fait une licence en philosophie et sciences sociales, ce qui n'est pas particulier à mon usage, ce n'est pas ma décision, c'était un choix institutionnel et qu'il est possible de situer historiquement. Chaque semestre, nous avions un cours qui s'appelait Réalité et praxis humaine. Donc nous étions obligés à aller à une réalité limite pour la pensée. Donc c'était obligatoire d'aller aux prisons, aux hôpitaux ou avec la population la plus défavorisée. Donc pendant les 4 ans et demi de ma formation, j'ai travaillé avec les populations pauvres habitant dans la périphérie de Guadalajara. Et il s'agissait d'installations tout à fait irrégulières, illégales par des populations migrantes vraiment pauvres. Et avec des états de violence vraiment élevés. Et j'ai travaillé en donnant des cours de mathématiques dans l'école publique. Et après, je me suis rendu compte que ça ne pourrait pas marcher parce que les enfants avaient des problèmes de violence plus graves. Donc j'ai changé au théâtre. Je me suis dit, comme j'aime faire le théâtre et comme je ne peux pas, ils vont rater mathématiques, même si je travaille avec eux. Donc on va jouer et on va essayer d'imaginer une autre vie. Et après, on va voir. Après, j'ai travaillé avec des personnes, avec leurs parents, pour essayer d'éradiquer la violence contre les femmes. Et dans chaque semestre, je reprenais mes auteurs philosophes, sociologues, anthropologues, et je cherchais de donner un sens à cette réalité. À la fin de ma licence, je devais soutenir une thèse de philosophie et sciences sociales. Et j'avais décidé de faire les bioéthiques, et mon terrain, c'était un centre de recherche spécialisé en génétique. Donc mon projet était de mener une enquête sociologique et
Donc c'est un projet intéressant, mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un incident qui est arrivé le jour de la soutenance. Donc j'étais dans les bâtiments de philosophie, en face d'un jury de philosophes, sociologues et anthropologues, mais les personnes du centre de recherche étaient là aussi. Donc une des philosophes m'a posé une question philosophique, et j'essayais de répondre philosophiquement. Et elle a jugé ma réponse insatisfaisante. Elle m'a dit non, il faut plus élaborer, c'est pas ça. Et donc le président du comité de recherche, du centre de recherche, a pris la parole, ce qui était tout à fait incommode pour tout le monde dans un examen pour un diplôme. Et donc il a dit non, je sais que peut-être ce qu'elle vient de dire n'est pas philosophiquement précis, mais c'est la seule réponse possible dans le lieu où elle a mené son étude. Et donc c'est là la première leçon que j'ai retirée de ce qui fait une philosophie de terrain. Il importe de trouver une réponse à mi-chemin entre ce qui est souhaitable en théorie et ce qui est possible dans le monde que nous habitons aujourd'hui avec les vicissitudes qui les caractérisent. Il importe aussi de nous adresser à tous nos interlocuteurs. Et ce jour-là, je ne m'adressais pas à l'Académie des humanités, mais j'avais à cœur de répondre aux médecins du comité d'éthique, mais aussi à ma famille, et aussi à mes amis, et aussi à tous les autres que j'avais rencontrés dans ma recherche. Faire la philosophie de terrain exige pour moi de prendre sérieusement en compte tous nos interlocuteurs, y compris ceux qui, dans des autres disciplines, sont en train d'étudier les mêmes phénomènes. Et je voudrais souligner qu'on trouve ces interlocuteurs dans le terrain et non pas seulement à l'université. Donc après, j'ai fait un master des études culturelles et je voudrais vous partager deux choses sur le master. La première chose, c'est que j'ai trouvé là les courants des méthodologies horizontales et qui prennent en compte les questions soulevées par l'éthique de la recherche, la perméabilité des identités sociales, la construction sociale du monde et l'horizontalité comme horizontalité. J'entends horizontalité comme une façon de considérer à l'autre à égalité avec soi. Donc vous savez dit déjà que les méthodologies sont faites par un laboratoire international. Et pour moi, cette citation de Sarah Corona dit un peu ce qui est important à dire, mais ce n'est pas la même chose en français, donc je peux vous dire la dernière partie en espagnol et après en français. La voz mediada, prestada o robada solo permite conocer una verdad mediada, prestada o robada. Donc ce que nous cherchons avec les méthodes horizontales, c'est de construire une connaissance sur l'autre comme sur la propre culture à partir de ce que chacun désire exprimer. La voix en pointillé, prêtée ou volée permet seulement de connaître une vérité intermédiaire, prêtée ou volée. Donc la recherche là est comprise comme une action sociale, voire comme une action politique. Et il ne sera que par la façon de prêter considération à l'autre pour ce qu'il est, que c'est déjà une interaction avec autrui qui lui donne la parole dès qu'on échange avec lui dans l'espace public. Et c'est dans ce dialogue que nous créons l'un et l'autre sous et avec le regard de l'autre. La subjectivité est ainsi entendue comme un processus en dynamique et en constant devenir, comme un effet social dans un espace d'intersubjectivité. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement l'autre qui est en train de se construire, donc ce n'est pas seulement la personne qui est enquêtée, mais nous-mêmes. Donc les chercheurs sont en train de devenir personnes, sujets, chercheurs, philosophes, dans le dialogue qu'il va avoir. Et le deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est le rôle de mon directeur de thèse. Donc il est sémioticien, spécialisé en analyse du discours, mais il est aussi artiste. Et une fois, j'étudiais une forme de théâtre post-dramatique et je venais de faire un entretien pilote et la personne m'avait dit combien il était super difficile de dire un mot ce qu'on sent quand on
fait du théâtre. Donc je lui partageais que oui, que c'était vrai, que c'était pour moi complètement vrai, donc que c'était impossible de nommer. Et il m'a dit, ah, donc tu dois utiliser les techniques du théâtre pour recueillir des données. Et donc j'avais lu sur ça, je savais que ça était possible de faire, mais je ne savais pas que je pouvais les faire. Donc je l'ai fait. Et c'était une des meilleures décisions. Après, il m'a enseigné à interpréter les discours non-verbaux et il m'a fait accepter aussi de commencer ma thèse en disant que j'étais actrice. Et il m'a aidé à intégrer ma personne, ce que je suis au sein de l'académique, avec ce que je suis dehors et quand je fais du théâtre. Donc il m'a appris que notre travail consiste à élargir l'horizon du possible, même dans la recherche. Maintenant, je fais un doctorat. Et je suis une méthode qu'on peut nommer comme théorie ancrée au fondé. Cela signifie qu'elle ne commence pas par une question ou par une notion d'intérêt, mais qu'on la construit avec les autres et dans le terrain où on construit la recherche. Et mon terrain, c'est là que vous pouvez voir. Donc, ce sont 5 scénarios socioculturels au Mexique, au sein d'un programme qui s'appelle Actores Sociales de la Flora Medicinale. Donc, c'est un laboratoire dans les jardins botaniques de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. Et donc, ce que je fais, c'est être là pendant une année. Et les premiers semestres, j'ai utilisé une approche ethnographique. Ça veut dire que j'étais là pendant 6 mois en train de faire des observations participantes et des outils. Mais je ne voudrais pas mélanger ce qui est la méthodologie, les méthodes et les outils. Donc, je vais parler un peu des méthodologies, mais pas des outils. Et parce que ce que mon directeur de thèse du master m'a enseigné, c'est qu'on peut inventer les outils. La méthodologie, il faut la penser. Et donc, les premiers semestres, j'étais là et je me laissais aussi affecter par les membres du programme, de connaître, vous pouvez vous imaginer, de connaître les indigènes et les anthropologues qui travaillent avec les indigènes dans la médecine traditionnelle. Ce n'est pas le même que travailler dans les champs de la biomédecine, dans les systèmes publics de médecine au Mexique, ou dans la régulation des phytomédicaments, ou avec les cueilleurs de plantes. Donc, j'étais là pendant 6 mois en train d'observer et être connue aussi par l'équipe. À la fin du premier semestre, j'ai eu une réunion avec mon directeur de thèse mexicain pour commencer à délimiter mon travail de terrain, ma recherche. Donc c'était une négociation entre ce que j'aimerais connaître et ce dont l'équipe avait besoin ou envie. Et comme souvent, ils m'ont demandé de travailler avec les outils du théâtre dans les différentes lignes de recherche. Donc j'ai collaboré au projet d'un musée communautaire indigène à Guerrero, ce qui demandait des adaptations méthodologiques, car je ne parle pas la langue indigène, et ça suscite aussi des dynamiques de genre et des rapports de pouvoir que j'incarne, par exemple, par ma couleur de peau. Et il faut nommer les asymétries de pouvoir. Et j'ai travaillé avec des groupes organisés pour la défense de la vie et du territoire, et spécifiquement contre l'exploitation minière à ciel ouvert. Mon travail avec eux passait par la voie de l'art pour exprimer comment sentir et inventer la résistance. J'ai travaillé avec un groupe en résistance contre un méga projet d'électricité thermique. C'était in situ, donc c'est dangereux. Et du côté médical, j'ai travaillé avec des comités de patients sur la corporalisation des émotions liées à l'expérience de la souffrance. Avant ma venue en France, nous avons créé un atelier de méthodologie horizontale avec les outils du théâtre au sein d'un groupe de médecins, activistes, membres de résistance, étudiants, patients. Et je voudrais partager avec vous la méthodologie du programme de recherche au Mexique. Je ne peux pas tout élaborer, je vais dire quelque chose, et si vous avez des questions, je vais les répondre. Donc nous voyons la recherche comme inscrite dans l'univers du social.
et nous identifions des obstacles. Et c'est pour cette raison que nous cherchons à transformer les situations. Ça veut dire à transformer la réalité. En effet, il y a au sein de l'académie une tendance à se penser au-delà du processus social. Et pour transformer cette tendance, nous ne nous tenons pas aux thèmes qui nous intéressent, mais nous prenons en compte les problèmes sociaux comme axe d'analyse. Nous considérons la culture sur une discipline et l'excès de spécialisation comme un problème. En réponse, nous proposons des études inter- ou transdisciplinaires. Nous constatons une dissociation entre les théorisations de l'académie et les pratiques. Par exemple, nous pouvons trouver des résultats de recherche sur l'impact environnemental qui ne sont pas appliqués dans les institutions qui gèrent la pollution. Nous savons que le monde est hiérarchisé et nous savons que nous ne pouvons pas le nier. Par conséquent, nous essayons d'être dans la réciprocité, d'introduire des liens de réciprocité. Et ça veut dire que la recherche établit des relations et non pas des transactions. Ça veut dire que les êtres humains et les relations durent au-delà du temps de la recherche et qu'elles sont toujours bilatérales. Donc, ce n'est pas seulement l'intérêt du chercheur. Nous reconnaissons qu'il y a une suprématie des rapports instrumentaux. Donc, nous privilégions les dialogues avant, pendant et après la recherche. Et également, pour dénaturaliser la situation conjoncturelle, nous adoptons toujours une perspective historique. Nous voyons combien le dialogue est restreint au sein de l'académie et presque inexistant avec les autres réalités sociales. Et c'est pour cette raison que nous pensons indispensable de diversifier les fruits de la recherche et pas viser comme unique objectif la publication. De veiller à l'appropriation de ce que nous élaborons par les acteurs eux-mêmes. Bref, faire de la philosophie de terrain, c'est pour moi prendre en charge et faire face aux conséquences de mes idées, là où elles sont mises en œuvre. L'idéal épistémologique serait que la précision de mes modèles théoriques soit jugée par les personnes qui vont les vivre. Je ne connais pas une autre manière de faire la philosophie sans m'impliquer complètement. En me mettant en relation avec les autres, ce qui suppose toujours de m'exposer à la transformation, de me savoir en co-construction identitaire. Et je voudrais finir avec cette phrase qui dit que de lo que se trata es de recuperar aquello que, en mi opinión, es la herencia más rica e importante de lo que podría llamarse el pensamiento crítico latinoamericano. La centralidad del pensar desde, con y para nuestra realidad. Donc, j'espère avoir pu vous montrer ce que les sociologues Boaventura de Sousa Santos considèrent comme l'héritage le plus riche et important de la pensée critique de l'Amérique latine, à savoir la centralité du penser depuis, avec et pour notre réalité. Merci. Des questions sur cet exposé qui était très riche. Merci beaucoup. Oui, Edna. Tu as parlé d'une forme de responsabilité à la fin, de la transformation de tes idées quand elles sont réappropriées par le terrain. Et du coup, ça se rapproche peut-être d'une forme de restitution. Enfin, c'est une idée qui me vient. Et je voulais savoir si tu avais des exemples à nous donner ou voilà, juste pour qu'on puisse se rendre compte un peu ce que ça peut être comme forme de responsabilité du chercheur. Je vais vous montrer un exemple qui est du programme, mais pas à moi, parce que vous voyez, vous allez voir, c'est plutôt grand. Donc, le programme de recherche où j'ai travaillé au Mexique a aidé à la construction d'un axe de phytothérapie dans le système public de santé du Mexique. Donc, à travers la recherche académique, l'équipe a accompagné un groupe de médecins pour la gestion politique aussi. Et nous travaillons avec eux pour
le ministère de la Santé accepte l'effet d'avoir phytothérapie dans le système public, mais aussi dans la formation des médecins et aussi dans des autres actions. Par exemple, quand je suis arrivée au programme, je travaillais pour leur accompagner à organiser les premières congrès de médecine intégrative dans l'Amérique latine. Donc c'est un projet qui est des médecins du ministère de la Santé, mais que c'est aussi à nous et qu'on présente aussi. Donc, quels sont les fruits de la recherche? Ça c'est construit avec les autres, mais c'est construit comme dans l'histoire et aussi à partir des besoins de la population, mais aussi avec les désirs des gens. Et donc les programmes accompagnent beaucoup de communautés, beaucoup de projets. Et donc c'est pas une restitution, parce qu'une restitution c'est quelque chose qu'on produit et après on donne. Et on reste toujours. Donc c'est ça que je voulais dire quand je dis qu'on crée des relations avec les autres, pas des transactions, c'est pas un échange, c'est pas qu'on va donner une chose et ils vont nous donner un autre, c'est qu'on décide d'accompagner les autres et de faire ce que nous pouvons, mais vraiment ce que nous pouvons. Donc quand on le fait dans la vie réelle avec nos amis, et on fait tout ce que nous pouvons faire pour tous les acteurs qui sont là. Une autre question? Oui. Merci beaucoup encore, c'était vraiment très intéressant. Une petite chose, une question de traduction et puis après une question philosophique. Dans la citation de Ortega y Gasset, est-ce que tu peux donner la formule en français, un règlement de compte? Un réglage des affaires, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Tu peux trouver une autre façon de traduire mieux. Ouais, ça va pas être trop l'air d'être un règlement. Ajuste de cuentas, ça peut pas être un règlement de compte? Ouais, si. Oui, je sais. Sinon, c'est ça qui m'intrigue. Je voulais savoir s'il y avait ce sous-texte-là dans la phrase d'Ortega y Gasset. En fait, dans le règlement de compte, il y a une question de justice, un peu œil pour œil, dans le présent, avec une notion de voilà, on va rendre exactement ce qu'on nous a donné. Et je pense qu'il faut peut-être enlever la notion polémique. Bon, je me lance dans la traduction, je suis un peu espagnole, mais peut-être enlever la connotation polémique, tu me corriges, bien sûr. Enlever la connotation polémique, mais garder cette préoccupation de justesse et de justice à l'égard de soi-même, je pense. D'accord, merci. Et alors ma question philosophique, ça a à voir avec le tableau précédent. Il y a quelque chose d'assez fascinant pour moi dans ton tableau précédent, c'est que tu proposes une solution à des problèmes conceptuels dans lesquels je suis complètement perdu. C'est pas moi, c'est mon directeur des deux tableaux, mais c'est quand je fais la traduction. Mais et quand tu disais nous, parce que tu disais nous? Oui, c'est toujours l'équipe de travail. C'est pour ça que même l'appartenance et la recherche, c'est la propriété privée. Je pense que tout ce que je viens de vous partager, c'est quelque chose qui est partagé par l'équipe complètement, mais aussi ce type de recherche a dans l'Amérique latine une histoire de 50 ans, et on appelle ça recherche-action, et la recherche participative inventée par Orlando Falsborda, donc c'est pas quelque chose personnel, bien sûr. Donc c'est quand c'est la quatrième entrée, comme il y a des rapports d'asymétrie, tu disais, et comme on ne peut pas nier leur existence, et comme je pense qu'on peut ajouter comme on ne peut pas les transformer d'un coup de baguette magique, il faut de la réciprocité. Ça, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que c'est un choix conceptuel de dire réciprocité plutôt qu'égalité? Et si oui, pourquoi, qu'est-ce que ça implique? Oui, je pense que c'est un choix, et ça, c'est parce qu'au Mexique, c'est vraiment difficile de croire aux éthiques des principes et comme grand mot de la philosophie. Donc, égalité, on ne sait pas si on peut essayer, ça serait génial de l'accomplir, mais au moins, ce qu'on peut faire,
c'est d'essayer de donner ce que l'autre va nous donner. Par exemple, dans une recherche, si on demande du temps de l'autre, il faut lui donner le même temps. Et ça, c'est comme ça qu'on comprend être réciproque. Et si on va demander de connaître leur espace, la seule chose qu'on peut faire, c'est de les inviter à connaître nos espaces. Et c'est que si ils vont nous raconter leur vie, il faut raconter notre vie aussi. C'est ça qu'on a. Merci. C'est vraiment fascinant. Pour moi, c'est très important. Parce que moi, je travaille dans des situations dans lesquelles les relations sont avec des animaux non humains ou des végétaux. Et donc, il y a des rapports d'asymétrie de fait. Et justement, l'égalité, à mon sens, n'est pas la solution. Enfin, un peu dans le même sens, elle est impossible de fait, et même parfois de droit à certains égards. L'égalité entre moi et mes populations de bactéries intestinales, pour moi, ça n'a pas de sens. Et pourtant, ce qu'il faut penser, c'est une position qui n'est pas strictement instrumentale et qui n'est pas en dehors du champ de l'éthique. Et la réciprocité comme alternative à l'égalité, je trouve que c'est très inspirant. Donc merci. Merci pour cette question. Christiane Voller, vous en avez dit. Oui. Oui, j'ai trouvé ça effectivement extrêmement intéressant. C'est au lexique essentiellement, et donc dans un contexte qui est un contexte de violence économique et sociale. Et je pense que c'est effectivement de là qu'il faut partir, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse faire l'équivalence avec, par rapport au monde animal, c'est un monde strictement politiquement construit, avec des sujets de droit, auxquels des droits sont refusés. Voilà. Et donc la question de la réciprocité, elle se pose dans ces termes-là, me semble-t-il, et avec une vraie interlocution avec des personnes qui sont véritablement des interlocuteurs. Et c'est pour ça que ce qui m'a intéressé, c'est ce que vous disiez sur la question de l'adresse, en fait. À qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce que vous avez dit sur le jour de la seconde thèse me paraissait tout à fait éclairant par rapport à ça. À qui est-ce que je m'adresse? Et je crois que c'est quelque chose qui se pose à nous tous, y compris mais plus encore dans un contexte comme celui-là. C'est-à-dire que bien sûr on s'adresse à un jury, bien sûr on s'adresse à nos pairs, etc. Mais en fait, la soutenance de thèse, c'est aussi un théâtre, c'est un dispositif dans lequel il y a un public qui n'est pas seulement le public des pairs, qui n'est pas seulement le public universitaire, qui est le public des sujets aussi qui sont intéressés à cette question, au sens propre du terme, et y compris le public avec lequel on peut avoir aussi des rapports émotionnels, affectifs, et tout ça est en jeu. J'ai trouvé très intéressant que vous posiez la question de l'adresse, et en particulier dans ces situations d'asymétrie sociale, où ceux qui viennent dans ce dispositif, justement, ne sont pas ceux qui y sont accoutumés, et ne sont pas ceux pour qui ce dispositif a été créé. Voilà. Et là, je trouve que poser cette question-là par rapport à la question du terrain, c'est tout à fait déterminant. Et pour revenir justement à la citation de Ortega y Gasset, alors moi je ne suis pas du tout hispanisante, donc je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée de ce que doit être la traduction, mais d'après ce que je comprends, il s'agirait non pas d'un règlement de compte, mais plutôt d'un réajustement. Et je pensais à la questionnement rancière par rapport à la part des sans-parts. Rendre leur part. Autrement dit, à la revendication hegelienne, finalement, et au parallèle qu'on peut établir entre la question à Rome de la différence entre le populus et la classe, le peuple, et la plèbe comme la part du peuple qui demeure sans part et à qui sa part doit être donnée. Et donc du coup, pour moi, cette adresse dont vous parliez, il me semble que c'est un mode de réajustement par rapport à ces formes de dissymétrie sociale. En tout cas, donc, merci beaucoup d'avoir apporté effectivement cet élément qui est tout à fait déterminant, et d'autant plus que vous l'apportez dans un contexte qui est encore plus discriminant que le contexte dans lequel nous-mêmes
nous travaillons ici. Oui, merci de votre commentaire. Je pense que je peux élaborer un peu sur Ortega et sur la question des privilèges, qui pour moi, c'est dans votre commentaire de reconnaître les privilèges que nous avons. Par exemple, quand je travaillais dans la communauté indigène, il faut reconnaître les privilèges qu'on incarne. Et ce n'est pas une question de culpabilité ou de se sentir triste, mais par exemple pour moi, le fait d'avoir une couleur de peau déterminée et d'avoir pu avoir ou de faire partie de la partie privilégiée du Mexique, parce que je peux manger et je ne suis pas comme préoccupée pour ma vie si je ne serais pas tuée normalement. Et donc, ce fait change les rapports, même si je suis une bonne personne. J'incarne des privilèges structurels face aux interlocuteurs. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, rester un peu plus de temps en silence et attendre les paroles des autres. Parce qu'ils parlent d'un espagnol qui n'est pas leur langue. Et donc, essayer de comprendre, de ne pas comme demander de préciser tout le temps parce que c'est pas si simple. Et aussi essayer pourquoi est-ce que je veux être là et pourquoi est-ce que je veux leur connaître, pourquoi et qu'est-ce que et la question est vraiment bien posée par Sara Colonna quand elle dit que la recherche commence avec un conflit fondateur. Et il faut le reconnaître. Et le conflit, c'est qu'il y a une personne qui veut connaître quelque autre chose et il veut passer cet intérêt comme universel, comme légitime ou comme valable pour l'autre. Et cet intérêt ne doit pas être valable pour tous. Et ça implique que la justification de la recherche, ce n'est pas quelque chose qu'on fait chez nous, en train de dire pourquoi au monde de l'académie, ça serait intéressant parce que je veux présenter la vérité la plus universelle, la plus fine du monde. Non, la justification, c'est pourquoi ma recherche est intéressante pour l'autre, et donc, mais je ne le décide pas. Je dialogue avec l'autre et on les construit, et ça implique la reconnaissance des privilèges, même si on sait qu'on ne va pas l'éliminer parce que ce n'est pas si simple. Et pour moi, ce que vous disiez, c'est aussi fort parce que au Mexique, c'est plus facile de le voir. Ici, il y a une chose avec vos institutions qui marchent, c'est plus difficile de voir les privilèges. Mais il existe, il faut on voit la guillotière et on commence à voir les privilèges. Mais il existe, mais au Mexique, l'inégalité est si grande que c'est vraiment facile de le voir. Et pour Ortega, la définition de philosophie qu'il va faire, il dit qu'il y a deux types de réalités. Les réalités que je connais par moi-même, donc ce que je peux constater, et toutes les autres qui sont comme vérosimilitudes. Et pour lui, la philosophie, c'est cet effort de demander, il dit, à la réalité ses crédentials de validité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il définit la philosophie comme un ajustement des comptes avec soi-même. On va peut-être prendre une autre question avant de passer à une petite conclusion de la journée par Marion. Si jamais quelqu'un a une dernière question à poser, sinon on passe tout de suite à ce moment conclusif. Plutôt, si je peux me permettre, si sans doute, je ne peux pas prendre Il y a 3 minutes. Mais une remarque par rapport à l'usage, alors c'est un usage que moi je conteste en tout cas, du terme de privilège. La question de l'accès au droit, c'est une question qui doit valoir comme une normalité. Ce qui est un privilège, c'est ce qui est hors norme, à l'encontre du droit commun. Or, le fait d'être dans des situations où on peut étudier, où on peut travailler, c'est juste ce qui devrait être la norme. C'est, autrement dit, il y a une différence quand même très forte entre le privilège que constitue un rapport de pouvoir prédateur, ça c'est un privilège,
et la distinction ou la différence sociale liée précisément au fait qu'on ne fait pas partie des sans parts. C'est-à-dire qu'on a part à ce à quoi tous devraient avoir part. Oui, le problème, c'est que c'est dur de parler des normes et des droits dans un pays qui a une nécropolitique, par exemple, des apparitions d'État toujours. Donc, je comprends ce que vous disiez, mais ce n'est pas possible dans notre contexte de penser en termes de droits et de normes parce que même les droits humains sont violentés par les gouvernements. Donc on ne croit pas aux institutions ni aux droits parce qu'on ne peut pas faire confiance. Et donc c'est pour ça qu'on invente des autres concepts pour penser. Et c'est pour ça, pour moi, la richesse de la pensée décoloniale. Que c'est une pensée pour rendre compte de ces réalités qui sont impossibles de penser en termes de droits parce qu'il y a des interventions étrangères, parce qu'il y a des minières canadiens que je vous écoutais au Mexique, on a ça. Et exactement où je travaillais, c'était exactement le cas que vous avez raconté. Donc, le problème, c'est que ça ne marche pas chez nous. Ça serait génial, je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est pas comme ça là.